Quand on pense au littoral, on imagine tout de suite la plage, les vacances, bref, la carte postale. Mais si on gratte un peu le vernis, on découvre une réalité bien plus complexe. Une réalité faite de tensions, de compétitions, de véritables conflits. Parce que les littoraux, justement parce qu'ils sont si attractifs, sont des espaces où tout se dispute. Les ressources, le pouvoir et même le simple droit d'y être. Et voilà la question qui est vraiment au cœur de tout. C'est elle qui va nous guider. Qui a le droit de décider? Qui en profite? Et qui, au final, est laissé sur le carreau? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. Alors, pour y voir plus clair, notre parcours va se faire en plusieurs étapes, comme un zoom progressif. On va partir de très loin, des grandes stratégies mondiales, puis on va se rapprocher pour voir les tensions entre pays, ensuite les conflits tout près de chez nous, pour finir carrément les pieds dans le sable, à l'échelle des individus. Bon, première chose à bien poser pour comprendre la suite. Les littoraux sont des espaces convoités. C'est vraiment le point de départ de tout. Leur richesse, leur position stratégique, leur beauté, tout ça en fait par nature des lieux de compétition. Et ça nous amène à l'idée centrale, le fil rouge de cette analyse. C'est simple, mais c'est puissant. Dès qu'un espace est attractif, il devient un espace contesté. C'est une règle quasi universelle et elle s'applique parfaitement aux littoraux. C'est ça qui explique pourquoi on y trouve autant de conflits différents. Allez, on commence par l'échelle la plus vaste, le monde entier. À ce niveau-là, les littoraux ne sont plus de simples destinations de vacances, non. Ce sont des pièces maîtresses sur l'échiquier mondial, des points d'appui stratégiques pour étendre son influence, qu'elle soit économique ou militaire. Un exemple parfait de ça, c'est la Chine avec son projet gigantesque des nouvelles routes de la soie. Comme on le voit sur la carte, on pense souvent aux routes terrestres, mais la dimension maritime est absolument fondamentale. En finançant et en prenant le contrôle de ports un peu partout, de l'Asie à l'Europe en passant par l'Afrique, Pékin s'assure la maîtrise des routes commerciales et, au passage, redessine l'économie mondiale. D'ailleurs, cette stratégie a un nom assez imagé. On l'appelle le collier de perles. L'idée, c'est de tisser un réseau de points d'appui, comme les perles d'un collier, tout le long de ces voies maritimes vitales. Chaque port, chaque base, c'est une perle qui vient sécuriser son commerce et son influence. Mais le contrôle du littoral peut aussi être l'enjeu d'un conflit militaire direct, bien sûr. On le voit tragiquement en Ukraine. Pour la Russie, mettre la main sur la côte ukrainienne, c'est un objectif stratégique majeur. Ça permet de relier son territoire à la Crimée annexée, mais aussi, et c'est crucial, de bloquer les exportations de céréales ukrainiennes, étranglant ainsi l'économie du pays. Ok, changeons d'échelle. On descend d'un cran pour regarder ce qui se passe au niveau régional. Là, les étincelles jaillissent souvent entre pays voisins, qui se partagent un même espace maritime et qui, forcément, se disputent ses ressources. L'exemple du Brexit est vraiment parlant. Du jour au lendemain, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne a complètement redessiné les cartes dans la Manche. Des zones de pêche qui étaient partagées depuis des décennies sont redevenues exclusivement britanniques. Forcément, ça a créé des tensions immédiates. Et ce qui est super intéressant, c'est de regarder les chiffres pour comprendre l'ampleur du problème. Prenez la Belgique, 45% de sa pêche dépendait des eaux britanniques. Le Danemark, 37%. Quand on voit ça, on comprend tout de suite mieux pourquoi ça a autant coincé. Ce ne sont pas juste des lignes sur une carte, ce sont des économies entières qui sont touchées. Et ça illustre parfaitement comment une grande décision politique, prise à Bruxelles ou à Londres, a des conséquences très concrètes sur le terrain. Pour les pêcheurs des Hauts-de-France, par exemple, les 2 tiers de leurs bateaux allaient dans les eaux britanniques. Pour eux, le Brexit, ce n'est pas de la grande politique, c'est une menace directe sur leur gagne-pain. On continue de zoomer. On arrive au niveau local. Là, la bataille n'est plus entre des pays, mais parfois entre voisins, entre des groupes qui ont des projets totalement différents pour un même bout de côte. Le cas de la baie de Saint-Brieuc, en Bretagne, est un cas d'école. On a d'un côté un projet de parc éolien en mer, qui est là pour répondre aux objectifs de transition énergétique, et de l'autre, on a les pêcheurs qui ont peur pour leurs zones de pêche, les professionnels du tourisme qui s'inquiètent pour le paysage, et les défenseurs de l'environnement qui alertent sur l'impact pour la faune marine. On a donc plusieurs visions, toutes légitimes, mais qui s'affrontent. Et le vrai problème, c'est que faire cohabiter tout ce monde est un vrai casse-tête. Cette matrice le montre très bien. Elle met en lumière toutes les incompatibilités entre les différentes activités. On ne peut pas juste empiler les usages. Un parc éolien, ça ne marche pas avec la pêche au chalut. Une zone de baignade, ça ne marche pas avec un couloir de navigation. Bref, aménager le littoral, ça devient un puzzle extrêmement complexe. Allez, dernier zoom, le plus proche, le plus intime. On arrive sur le rivage lui-même, sur la plage. Et c'est là que les inégalités sociales et économiques se voient à l'œil nu, dessinées directement dans le sable. Si on regarde une région comme les Caraïbes, le contraste est juste saisissant. Cette carte nous montre un archipel des extrêmes.
D'un côté, on a des îles qui sont des paradis fiscaux, avec des revenus très élevés, et juste à côté, on a des territoires comme Haïti qui vivent dans une pauvreté extrême. Deux mondes parallèles à quelques kilomètres de distance. Et cette ségrégation, on la retrouve concentrée à l'échelle d'une seule île. Saint-Barthélemy, c'est l'exemple type d'un territoire qui a été entièrement modelé pour et par le tourisme de luxe. Les prix de l'immobilier, l'organisation de l'île, tout est fait pour maintenir un entre-soi, une sorte de bulle dorée, inaccessible non seulement aux touristes normaux, mais aussi à une bonne partie de la population locale. Mais attention, le conflit pour l'espace, ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est aussi une question de qui a le droit d'être visible dans l'espace public, qui est considéré comme étant à sa place. Et pour ça, la plage est une scène de théâtre social fascinante et parfois assez cruelle. Regardez bien ce schéma des plages de Rio. Sur le papier, la plage est publique, ouverte à tous. Mais dans la réalité, une sorte de tri social s'opère. Les corps jugés, indésirables, souvent les jeunes, noirs, venant des quartiers pauvres, sont comme repoussés sur les bords, près de la route, loin de l'eau et des zones les plus prisées. Des règles sociales invisibles deviennent soudain très visibles et dessinent une géographie de l'exclusion. Ce qui nous ramène finalement à notre question du début. Alors, à qui il appartient ce littoral? Aux États qui en contrôlent les frontières? Aux multinationales qui en exploitent les fonds marins? Aux plus riches qui y construisent leurs villas? Ou bien aux gens qui y vivent et y travaillent depuis toujours? Comme on vient de le voir, la réponse est loin, très loin, d'être simple.